Ma petite sœur m'a demandé d'adopter mon bébé parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et refusait l'adoption classique. J'ai dit non. Ensuite, elle est allée sur Internet et a diffusé en direct son parcours de grossesse en utilisant mon échographie. J'ai découvert que j'étais enceinte par une matinée pluvieuse de mars, alors que je pliais du linge et préparais mes cartons pour déménager. Le test affichait 2 lignes rouges bien nettes, comme une gifle au visage face à toute cette liberté retrouvée que j'avais planifiée après mon divorce. Mais au lieu de paniquer, j'ai senti quelque chose en moi s'adoucir, puis se réchauffer d'une manière étrange et inattendue. Au début, je n'avais pas l'intention de garder le bébé, mais quand j'ai posé ma main sur mon ventre, quelque chose a changé. Je ne me sentais plus moi-même. Ce n'était plus une décision logique. C'était un lien qui défiait la raison, comme si cet enfant était arrivé non pas pour m'enchaîner, mais pour me sauver. Marc, mon ex-mari, m'envoyait encore des textos de temps en temps pour prendre des nouvelles, même s'il avait déjà déménagé dans une autre ville pour le travail. Je ne lui avais pas parlé de la grossesse, en partie parce que je n'étais pas sûre de ce que je ressentais, et en partie parce que je n'étais pas sûre de vouloir qu'il soit impliqué. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas complètement seule. Quand j'ai appelé ma mère, elle est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a soupiré « Est-ce que tu comptes le garder ?» Cette question a tranché notre lien mère-fille comme un couteau. Elle, entre toutes, aurait dû comprendre ce que l'on ressent en devenant mère. Mais je ne lui en ai pas voulu, car je savais qu'elle avait juste peur que je souffre. Il n'y avait qu'une seule personne à qui je me sentais à l'aise de me confier, ma petite sœur, Lana. Elle était toujours vive d'esprit, moderne, au fait des réalités sociales et la personne la moins portée sur le jugement dans la famille. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai invité Lana à prendre le thé dans un petit café où elle publiait souvent des photos, pensant qu'elle serait ravie de partager ce moment avec moi. Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, ses yeux se sont agrandis et ses lèvres se sont pincées, comme si elle hésitait entre me féliciter ou me réprimander. Puis elle m'a serré dans ses bras en murmurant simplement « Tu es tellement courageuse ». Je pensais que les choses s'arrêteraient là, une étreinte, un mot gentil, peut-être quelques questions habituelles. Mais ce soir-là, Lana a publié une story. Parfois, les miracles viennent des personnes que l'on attend le moins. La photo montrait une main floue sur un ventre. Le mien. Je l'ai reconnu instantanément. Je lui ai envoyé un message « À quoi fais-tu allusion ?» Elle a répondu avec un emoji cœur et 3 petits points. Quelque chose me semblait anormal, comme si elle utilisait mon histoire mais la racontait à sa manière. Lana est une Instagrammeuse et streameuse populaire, connue pour son contenu bien-être et guérison, qui sonne spirituel, mais qui vend aussi très bien des produits en affiliation. Dernièrement, elle parlait beaucoup de surmonter la perte, de l'acceptation de soi et d'un profond désir de maternité malgré l'infertilité. Je pensais que ce n'était que du contenu, mais je commençais à me demander quelle part de tout cela était réel. Une semaine plus tard, elle m'a de nouveau invitée, cette fois dans un restaurant bio chic avec vue sur le lac. Au moment du dessert, elle a doucement posé sa main sur la mienne et a dit « J'ai une proposition que toi seul peux m'aider à réaliser ». Son sourire était doux, mais son regard me transperçait. J'ai posé ma cuillère, l'observant attentivement, essayant de rester calme même si mon instinct me hurlait que quelque chose n'allait pas. Lana a dit doucement « Je ne peux pas avoir d'enfant, mais toi, tu le peux ». Sa voix ne tremblait pas. C'était clair, comme si elle avait répété cela maintes fois. Avant que je puisse répondre, elle a continué « Tu portes quelque chose de précieux. Quelque chose que je n'aurai peut-être jamais. » Elle m'a serré la main, les yeux brillants comme si elle me suppliait. Mais en dessous, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas nommer. « Je veux que tu mènes cette grossesse à terme, puis que tu me donnes le bébé », a chuchoté Lana, comme si elle craignait d'être entendue. Ces mots ont explosé dans ma tête comme une bombe. J'ai cru avoir mal entendu, mais non, elle a répété, je l'élèverai comme le mien. J'avais la bouche sèche. Tout mon corps est devenu froid. J'ai demandé, tu veux dire comme une adoption? Elle a secoué la tête. Non, l'adoption est différente. Ici, c'est la famille. Elle a souri doucement. Personne d'autre n'a besoin de le savoir. Juste toi et moi. Je me suis adossée à ma chaise, avec l'impression d'avoir été projetée dans une pièce de théâtre sans mon consentement. Lana continuait de parler. J'ai déjà dit à mes abonnés que je suis dans un parcours de guérison, et avoir un enfant serait la fin pleine d'espoir parfaite. Cette phrase m'a glacé le sang. Je ne veux pas adopter, a-t-elle précisé. Les fans feraient des recherches. Ils veulent voir une femme surmonter son destin, pas récupérer l'espoir d'une autre. Ces paroles ont balayé toute illusion. Je voyais ses véritables intentions. Je les regardais droit dans les yeux. Es-tu en train de dire que tu veux utiliser ce bébé pour compléter ton image de marque personnelle? Lana a incliné la tête.
Marque ou pas, j'aimerais l'enfant parce que c'est le tien. C'est le sang. Sa logique me laissait sans voix. Je lui donnerai la meilleure vie possible. J'ai les moyens, le soutien, la maison parfaite, a-t-elle ajouté avant de me montrer son téléphone. Des photos d'une chambre de bébé entièrement décorée, avec une enseigne au néon indiquant « Bébé Espoir ». J'étais pétrifiée. Elle avait tout préparé, le berceau, les vêtements, les biberons, et même un coin de tournage pour son contenu de « Jeune maman inspirante ». Lana était prête pour le rôle de mère, il ne lui manquait qu'une chose, le bébé à l'intérieur de moi. Je me suis levée, peinant à respirer, comme si les murs se rapprochaient. Lana m'a rappelé, ne décide pas tout de suite. Pense juste à tout le bien que je pourrais apporter au bébé. Mais ce qui m'a glacée, ce n'était pas sa demande, c'était le calme dans ses yeux. Je n'ai pas dormi de la nuit. Ses paroles résonnaient sans cesse, tu accouches, je l'élève. C'était comme si j'avais passé un casting et qu'on m'avait donné le rôle sans que j'aie jamais auditionné. J'ai posé ma main sur mon ventre. Pour la première fois, j'ai ressenti le besoin de protéger quelque chose, pas seulement pour moi, mais pour lui-même. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Lana, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout, des papiers aux médias. En pièce jointe, une photo d'un accord de tutelle envoyé sur mon mail. Un frisson m'a parcouru l'échine en réalisant qu'elle n'attendait pas ma réponse. Elle avait déjà supposé que je dirais oui. J'ai appelé ma mère, espérant qu'elle m'aiderait à y voir plus clair, mais elle s'est contentée de dire « Lana a traversé beaucoup d'épreuves. Si elle veut être mère, tu devrais peut-être y réfléchir pour elle. » J'ai raccroché sans dire un mot de plus, car je savais que cette fois, la décision ne devait appartenir qu'à moi. J'ai essayé de tout expliquer à Marc, même si nous n'avions pas eu de contact depuis longtemps. Il est resté silencieux un moment, puis a dit doucement « Si tu donnes ce bébé à quelqu'un comme elle, je ne te le pardonnerai jamais, et toi non plus. » Ces mots ont balayé toutes les hésitations qui subsistaient en moi. J'ai texté Lana, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Quelques minutes plus tard, elle a répondu, le temps est la seule chose dont tu manques. Sous le message se trouvait une capture d'écran d'un prochain direct intitulé « Devenir mère sans accoucher, un voyage miraculeux ». Je ne m'étais jamais sentie autant désignée comme la méchante de l'histoire qu'à ce moment-là. Si je disais non, c'était moi qui volais le rêve de maternité de ma sœur. Si je disais oui, je trahissais l'enfant que je portais. J'ai marché seule au bord du lac, laissant le vent emporter la tempête intérieure. Je ne blâmais pas Lana de ne pas pouvoir avoir d'enfant, je n'avais juste jamais imaginé qu'elle choisirait cette voie pour devenir mère. Parfois, les gens ne perdent pas leur humanité à cause de la douleur, mais à cause de la peur d'être laissés pour compte. Ce soir-là, j'ai ouvert le direct de Lana juste pour confirmer la peur qui me rongeait. Et oui, elle était là, parlant d'une voix tremblante, la main posée sur un faux ventre, parlant d'un cadeau de la personne que j'aime le plus au monde. J'ai fixé l'écran, puis j'ai regardé mon ventre et j'ai su que je devais m'exprimer avant qu'elle ne finisse d'écrire mon histoire à ma place. Je n'ai rien dit après la fin de ce direct. Mais en moi, c'était un raz-de-marée que je ne pouvais apaiser. Lana avait officiellement annoncé qu'elle se préparait à la maternité sans jamais me mentionner, comme si mon rôle, celle qui portait l'enfant, n'était qu'une ombre derrière la caméra. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un colis d'une grande marque. À l'intérieur se trouvait une boîte de produits pour bébé et de maternité avec une carte indiquant « Félicitations pour ton voyage sacré, Lana ». Il l'avait envoyé par erreur à mon adresse, mais le nom du destinataire était celui de ma sœur. J'ai tenu la boîte entre mes mains, tremblante, sans savoir si c'était de colère ou à cause de la réalisation que j'avais déjà été remplacée. J'ai finalement envoyé un seul message à Lana, « Tu es allée trop loin ». Elle a répondu avec un emoji triste et le message, « Je suis désolée si je t'ai blessée, mais c'est ma seule chance dans la vie. » Pas de remords, juste une justification calculée. Peu après, j'ai commencé à recevoir des messages des abonnés de Lana. Quel genre de sœur est jalouse de sa propre famille? Pourquoi ne soutiens-tu pas une femme qui s'élève au-dessus de l'adversité? Je n'avais jamais rien dit publiquement, mais Lana avait réécrit mon histoire en se faisant passer pour la victime. Ma mère a rappelé, la voix pleine d'inquiétude. Ne fâche pas ta sœur. Elle est fragile. J'ai eu un rire amer. Fragile. Elle avait mis en scène tout un récit en direct, réécrit la vie de quelqu'un d'autre pour en faire du contenu émotionnel. Mais pour ma mère, Lana était toujours le bébé qu'il fallait protéger, et c'était moi qu'on attendait au sacrifice pour préserver cette illusion. Je me suis temporairement retirée des réseaux sociaux, mais le chaos continuait de tourbillonner autour de moi. Lana est apparue dans un podcast racontant l'histoire d'une sœur qui n'a jamais cru en sa capacité à devenir mère. Je savais qu'elle parlait de moi, mais le récit faisait de moi la personne égoïste. Lors d'un de mes examens prénataux,
le médecin m'a demandé doucement si je vivais un stress émotionnel. J'ai fixé le plafond en silence, ne sachant même pas par où commencer pour expliquer que ma sœur répétait sa maternité en utilisant l'enfant même que je portais. Des larmes ont coulé sur mon visage avant que je puisse les arrêter. Marc est passé pendant le week-end, apportant de la nourriture chaude et du lait prénatal. Il m'a regardé longtemps, puis a dit « Je n'aurais jamais cru que ta propre famille te ferait subir quelque chose d'aussi insensé. » J'ai ri si fort que ma gorge me faisait mal, car je n'avais aucune idée de comment expliquer tout cela de manière normale. Marc a proposé de m'emmener hors de la ville, chez sa tante à la campagne. « Si tu dis oui, je t'y conduis tout de suite », a-t-il dit en me serrant fort la main. Mais je savais que si je partais maintenant, Lana serait libre de terminer l'histoire à sa façon. Alors, j'ai commencé à tout documenter, chaque détail, chaque message, chaque story publiée puis supprimée. Pas pour l'exposer, mais pour garder des preuves. Parce que si je devais un jour me battre pour mon droit d'être mère, j'aurais besoin de preuves. Je n'avais jamais imaginé devoir faire une chose pareille, mais je n'avais plus le choix. Je n'ai pas répondu au message de Lana pendant des jours et elle a fini par arrêter d'écrire. Puis, un matin, j'ai vu une nouvelle vidéo sur sa page intitulée « Choisir l'amour, même quand la famille ne vous accepte pas ». Je n'avais même pas besoin de la regarder pour savoir. Cette fois encore, elle s'était donné le rôle de l'héroïne tragique et pure. Les commentaires étaient partagés, mais la plupart la soutenaient. L'un d'eux disait « J'espère que ta sœur finira par comprendre. Tu mérites d'être maman. » C'est là que j'ai réalisé que j'étais devenue la méchante sans avoir dit un seul mot. Un compte anonyme m'a envoyé un message. Tu devrais dire la vérité maintenant. Sinon, ta sœur finira par t'enlever le bébé aussi. Je l'ai ignoré, ne comptant pas répondre. Mais cette phrase a résonné dans mon esprit tout l'après-midi. Pourrait-elle vraiment aller aussi loin? Ce soir-là, j'ai repris de vieux courriels et j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Lana avait envoyé un projet d'accord de tutelle temporaire, lui donnant la pleine autorité pour s'occuper du nouveau-né et prendre des décisions médicales. Elle écrivait clairement « C'est juste temporaire pour la phase initiale, pour faciliter la gestion médiatique. » Comme si le bébé était un accessoire dans une campagne de relations publiques. J'ai imprimé le document, je l'ai posé sur la table et je l'ai fixé pendant plus d'1 heure sans ciller. Une partie de moi espérait encore que tout cela n'était qu'un malentendu, un moment où son désespoir l'avait poussé trop loin. Mais chaque mot, chaque détail montrait que Lana planifiait cela depuis longtemps, et qu'elle était on ne peut plus sérieuse. Le lendemain matin, j'ai apporté le papier au cabinet d'un avocat. Je n'étais même pas sûre de vouloir poursuivre qui que ce soit. J'avais juste besoin de conseils sur mes droits en tant que mère. L'avocat m'a regardé un long moment et a dit doucement « Ne signez rien. Vous avez affaire à quelqu'un qui connaît très bien la loi et qui la détourne pour son profit personnel. » Quand je suis rentrée, il y avait un message de ma mère « Veux-tu que je parle à Lana pour toi ?» J'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être allait-elle enfin réaliser que quelque chose n'allait pas. Mais un autre message a suivi, je ne veux juste pas qu'elle souffre davantage. Je l'aime tellement. Mon cœur a sombré de nouveau, par déception cette fois. Marc était assis à côté de moi pendant que je lisais ce message. Il a dit doucement, n'attends pas qu'il prenne ton parti. Tu dois d'abord être de ton propre côté. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste hoché la tête. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais comprise. J'ai pris mon téléphone, je suis allée sur le profil de Lana et j'ai laissé un commentaire pour la première fois, ne parle pas en mon nom. Je suis toujours là. Je porte toujours cet enfant et ce n'est l'accessoire du récit de personne. 10 minutes plus tard, le commentaire était supprimé et j'étais bloquée de tous les comptes de ma sœur. Je suis restée assise en silence à fixer l'écran vide, le cœur battant à tout rompre. Ma sœur, celle que je défendais autrefois contre les brutes, celle que je conduisais à l'école chaque matin, ne voulait plus que j'existe dans son monde. Non pas parce que j'avais tort, mais parce que j'avais perturbé le scénario qu'elle essayait de vendre avec la voix la plus artificielle possible. Je pensais que les choses se calmeraient après avoir été bloquées. Mais ce n'était que le début. Lana a commencé à publier de nouveaux vlogs parlant d'avoir été trahie par ses proches, avec des images floues d'une main posée sur un ventre de femme enceinte. Internet s'est de nouveau agité et, une fois de plus, j'ai été désignée comme la méchante. Un vieil ami m'a envoyé des captures d'écran d'une conversation entre Lana et une célèbre marque pour mère et bébé. Elle s'y présentait en disant « Mon bébé est prévu pour octobre ». Pas une seule ligne ne me mentionnait. Aucune précision sur le fait que ce n'était pas elle qui était enceinte. C'était comme si des morceaux de ma propre vérité étaient volés dans ma propre vie. Ce même jour, j'ai reçu une invitation pour un événement de lancement de produits. Lana était l'invitée d'honneur, présentée comme une future mère ayant surmonté l'adversité. Il me l'avait envoyé soit par erreur,
soit exprès. Je suis resté là, tenant la carte brillante, suffocant comme si l'air lui-même était devenu solide. À mon examen prénatal suivant, le médecin a dit que tout allait bien. Le bébé se développait normalement. Mais je ne pouvais pas lui dire qu'en dehors de ces murs, quelqu'un d'autre préparait tout un monde pour accueillir cet enfant, comme s'il s'agissait de sa propre grossesse. J'ai quitté le rendez-vous avec l'impression de sortir d'une guerre invisible. Quand je suis rentrée, il y avait un colis devant ma porte. Pas de nom, pas de mots. À l'intérieur se trouvait une petite robe de nouveau-né blanche brodée de la lettre L. Je savais qu'elle venait de Lana, même si elle n'avait pas signé. Et je savais aussi que ce n'était pas un envoi affectueux, mais une revendication. J'ai écrit une lettre ce soir-là, non pas pour l'envoyer, mais pour moi-même, pour me rappeler pourquoi je ne devais pas m'effondrer. J'y ai écrit « Tu es mon enfant. Peu importe comment le monde m'appelle, peu importe ce que les autres essaient de te prendre, je te garderai avec moi. » J'ai plié la lettre et l'ai placée dans la boîte à musique à côté de mon lit. Marc est passé ce soir-là. Il m'a trouvé en train de pleurer, mais n'a rien dit. Il m'a juste serré fort. « Je sais que tu es forte, » a-t-il dit. Mais être forte ne signifie pas être seule. J'ai hoché la tête, et pour la première fois, j'ai cru que je pourrais continuer sans baisser la tête. Cette nuit-là, j'ai réécouté chaque mémo vocal, relu chaque message et regardé chaque photo. J'ai créé un dossier intitulé « Vérité ». Je ne comptais pas encore l'utiliser, mais je devais être prête, car avec Lana, n'importe quoi pouvait devenir du contenu. Et cette fois, je ne la laisserai pas réécrire mon histoire. Je me suis regardée dans le miroir, ce ventre qui grossissait de jour en jour et ces yeux qui ne semblaient plus avoir peur. Je ne savais pas exactement comment je gagnerais ce combat, mais je savais une chose avec certitude. Personne ne m'enlèverait mon bébé. Ni avec des larmes, ni avec une musique de piano mélancolique en fond sonore d'indirect. Et cette fois, je ne resterai pas silencieuse. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel d'un inconnu prétendant être le représentant légal de Lana. Il parlait calmement, mais chaque mot me frappait comme un coup de poing. Nous aimerions clarifier les droits de tutelle et de diffusion liés à la naissance prochaine. J'ai répondu par une seule phrase, c'est mon enfant, et je n'ai jamais accepté de partager cela avec qui que ce soit. Ce soir-là, Lana a mis en ligne une nouvelle vidéo de près de 10 minutes, musique triste au piano, voix tremblante. Elle parlait de la pression de se voir refuser la chance d'être mère par sa propre chair et son propre sang. Elle a fini par « Je veux juste aimer mon enfant. Pourquoi est-ce si difficile ?» Les commentaires ont été inondés de sympathie, d'indignation et de fureur dirigés contre moi. Personne ne devrait être privé de maternité juste parce que quelqu'un d'autre est égoïste, écrivait un utilisateur, liké par des milliers de personnes. Je n'ai pas répondu, car répondre maintenant n'aurait fait que me donner l'air de me défendre contre un crime que je n'avais jamais commis. Plus tard, j'ai reçu un email d'une marque qui avait déjà collaboré avec Lana. Il s'excusait d'avoir envoyé, accidentellement, un cadeau à la mauvaise adresse et me demandait de ne rien partager qui pourrait perturber leur prochaine campagne. Je n'avais jamais parlé publiquement, mais il se protégeait déjà. C'est là que j'ai réalisé que tout autour de moi était désormais contrôlé par une histoire que je n'avais pas écrite. Un matin tôt, alors que je me promenais dans le complexe d'appartements pour prendre l'air, j'ai remarqué un groupe d'inconnus près de la grille, filmant discrètement. L'un d'eux portait un t-shirt avec le logo de la plateforme de streaming que Lana utilisait souvent. Je suis remontée directement par l'ascenseur, le cœur battant. Ma sœur avait-elle déjà commencé à transformer tout cela en documentaire ? J'ai appelé mon avocat et lui ai tout raconté. Il ne m'a posé qu'une question, êtes-vous prête à vous battre jusqu'au bout ? Je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, peu importe la douleur. J'ai répondu, je n'ai besoin de la pitié de personne. J'ai juste besoin que mon enfant vive sa propre vérité, pas une vie qui correspond au concept de quelqu'un d'autre. Marc a suggéré d'engager une équipe juridique indépendante pour protéger ma vie privée, celle de mon enfant et nos informations personnelles. Tu ne devrais pas être la seule à mener ce combat, a-t-il dit en me tendant un dossier de documents qu'il avait préparé. J'ai été touchée par son attention, mais aussi brisée de devoir me battre comme si je défendais un bien menacé. Le lendemain, j'ai reçu un email anonyme disant « Tu ne peux pas arrêter la vérité. Le public mérite de savoir qui est la vraie mère. » En pièce jointe se trouvait un clip « Coulisses », lourdement édité montrant Lana posant sa main sur un faux ventre de femme enceinte et chuchotant « Elle ne sait pas encore que c'est moi qui l'ai lévrée. » J'ai transféré l'email à mon avocat, qui s'est contenté de répondre « C'est plus qu'il n'en faut pour la démasquer. » Mais je n'étais pas encore prête. J'espérais encore que Lana s'arrêterait ou du moins retrouverait ses esprits avant que tout n'aille trop loin. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Je lui ai posé une seule question, si je perds la garde de mon enfant à cause de Lana, de quel côté seras-tu ?
Elle est restée silencieuse longtemps, puis a dit « Je ne sais pas. Je veux juste que les choses soient paisibles. » Et j'ai réalisé, pour elle, la paix comptait plus que la vérité. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment étrange, comme si quelque chose en moi s'était brisé. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu un message d'un compte anonyme. Lana vient de sortir la bande-annonce de sa vidéo, le voyage magique de la maternité. Dans la bande-annonce, une femme enceinte était filmée de dos. J'ai reconnu cette silhouette. C'était moi. Je suis restée figée quelques secondes avant d'éclater en sanglots. Pas de colère, mais à cause du sentiment d'être violée dans mon intimité. Des moments que je croyais privés. Mon regard, ma démarche, ma façon de me tenir, avaient été détournés pour devenir le matériau d'une histoire qui n'était pas la mienne. Je n'avais jamais donné ma permission, mais ma sœur n'en avait jamais eu besoin. Quoi qu'il en soit, j'ai contacté la plateforme où Lana avait mis la vidéo en ligne et j'ai déposé une demande de suppression pour utilisation non autorisée de mon image. Ils ont dit qu'ils étudiaient la question, mais ont souligné que si la personne dans la vidéo est un membre de la famille et que son visage n'est pas clairement visible, il est difficile d'agir. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas seulement exploitée émotionnellement, j'étais piégée dans la zone grise entre les limites légales et éthiques. Ce soir-là, j'ai appelé Marc et lui ai demandé, si je parle demain et que je raconte tout, est-ce que quelqu'un me croira? Il n'a pas répondu tout de suite. Il a simplement dit, même si personne ne te croit, tu dois parler. Parce que si tu ne protèges pas la vérité, personne d'autre ne le fera pour ton enfant. J'ai passé la nuit blanche à rédiger ma déclaration, non pas pour exposer ou chercher à me venger, mais pour raconter l'histoire depuis le début, du moment où j'ai appris ma grossesse à celui où Lana m'a demandé de lui remettre le bébé, jusqu'à la façon dont elle a commencé à façonner son propre récit. Je n'ai pas utilisé de mots durs. J'ai simplement raconté ce qui s'était passé car la vérité, quand elle est assez douloureuse, n'a pas besoin de langage dramatique. J'ai envoyé la déclaration à mon avocat pour révision. Il m'a répondu par une seule ligne, si vous devez rendre cela public, faites-le vite. Lana est sur le point de sortir sa vidéo officielle. Si vous attendez trop longtemps, vous deviendrez un personnage secondaire de votre propre vie. Cette phrase m'a extirpée d'un long cauchemar déformé. J'ai envoyé mon texte à une ancienne amie, éditrice pour un grand blog communautaire. Elle m'a appelé 15 minutes seulement après l'avoir lu, la voix tremblante. Cette histoire ne fait pas que toucher les lecteurs. Elle les force à repenser ce que l'amour signifie vraiment dans une famille. C'est là que j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière. L'article a été publié le lundi matin sous le titre « Ma sœur veut s'approprier mon bébé parce que cela correspond mieux à son image ». En l'espace de 3 heures, le post était devenu viral. Les commentaires ont explosé et j'ai réalisé que je n'étais pas la seule que Lana avait manipulée. Une ancienne assistante de Lana a commenté « Je l'ai entendu dire un jour, chaque bébé est une opportunité de contrat publicitaire si on sait le vendre ». Une ancienne camarade de classe a partagé « Elle a déjà simulé une relation avec un petit ami étranger juste pour promouvoir une vidéo sur la guérison d'un cœur brisé ». Doucement, le rideau sur le personnage de Lana commençait à se déchirer, en partant d'endroits auxquels personne ne s'attendait. Je ne sais pas ce qui m'attend. Des procès, des menaces, des campagnes de dénigrement. Mais je sais que peu importe ce qui arrive, je ne suis plus seule. Parce que cette fois, c'est moi qui raconte l'histoire, et je la raconterai jusqu'au bout. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des centaines de messages d'inconnus. Surtout des mots de soutien, quelques excuses, et quelques questions directes comme « Est-il vrai que Lana vous a forcé à lui céder votre bébé ?» Je suis restée là, en silence, lisant chaque mot, avec l'impression d'assister à un procès où la justice penchait pour la première fois en ma faveur. Mais au fond de moi, je ne ressentais toujours pas de soulagement, car je savais que Lana ne resterait pas sans rien faire. Effectivement, quelques heures plus tard, Lana a publié une courte vidéo sur Instagram. Elle pleurait, sans maquillage, parlant d'une voix tremblante. Ce n'était selon elle qu'un malentendu entre 2 sœurs. Elle s'excusait de m'avoir blessée, mais insistait, je voulais seulement élever ce bébé de tout mon cœur. Je me sentais à la fois en colère et amusée, car une excuse accompagnée de justification pour des actes répréhensibles n'est pas une excuse du tout. Je ne comptais pas répondre, mais Marc m'a dit, restez silencieuse maintenant, c'est lui rendre la scène. Je savais qu'il avait raison, mais j'avais aussi peur de devenir quelqu'un d'autre, amère, combative, vengeresse. Je ne voulais pas que mon enfant grandisse au milieu d'une histoire de haine. Ce soir-là, j'ai publié quelque chose de simple. Aucun nom, juste une photo de l'échographie du bébé et une seule phrase. Maman est toujours là, et je te protégerai avec tout ce que j'ai. Pas de drame, pas d'accusation, pas de contexte, mais cela s'est propagé plus vite que je ne l'espérais.
Certaines marques qui travaillaient avec Lana ont discrètement retiré ces images de leur campagne pour des raisons éthiques. Quelques influenceurs qui l'avaient autrefois encensé ont commencé à supprimer de vieux posts, et j'ai su que les dominos commençaient à tomber. Non pas parce que j'en avais trop dit, mais parce que, finalement, les gens voyaient la réalité par eux-mêmes. Lana a disparu des réseaux sociaux pendant 3 jours. Aucune story, aucune publication, aucune tentative d'explication. Mais je savais qu'elle ne battait pas en retraite, elle planifiait une contre-attaque sous un autre angle. Et bien sûr, au matin du 4e jour, j'ai reçu une notification de médiation civile de la part de son avocat. Dans la lettre, ils écrivaient que Lana souhaitait seulement maintenir un lien étroit avec l'enfant, sinon en tant que mère légale, du moins en tant que coparent. Ils me demandaient même de reconsidérer les sentiments d'une personne ayant vécu un traumatisme lié à la reproduction. J'ai remis la lettre à mon avocat sans lire plus loin, car cette fois, je ne laisserai pas la compassion me rendre faible. Marc était assis à côté de moi alors que je signais le refus de médiation. Son regard était calme mais ferme. « Si tu recules d'un pas, ils en feront 3 en avant », a-t-il dit. J'ai hoché la tête, comprenant qu'il ne s'agissait plus seulement d'une dispute entre 2 sœurs. C'était une bataille entre la vérité et un masque parfaitement façonné. Certains membres de la famille m'ont envoyé des messages, me disant de céder pour le bien de la paix familiale. J'ai lu les messages, mais je n'ai pas répondu. Tout le monde veut la paix, mais personne n'a jamais vécu avec la peur sourde de se voir enlever son enfant. Et cette fois, je ne me reposerai pas avant que mon enfant ne soit absolument en sécurité. Cette nuit-là, j'ai posé ma main sur mon ventre, ressentant chaque petit coup comme des paroles d'encouragement. Mon bébé n'avait aucune idée qu'il faisait l'objet d'une lutte comme s'il était un objet. Et c'est exactement pour cela que je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration, et j'ai su avec certitude. Demain, je raconterai le dernier chapitre de cette histoire une fois pour toutes. Le lendemain matin, j'ai envoyé à mon avocat l'enregistrement de la première conversation entre Lana et moi au salon de thé, celle où elle m'avait demandé pour la première fois de lui donner le bébé. Je n'avais jamais diffusé cet enregistrement auparavant, espérant encore qu'elle s'arrêterait avant que les choses n'aillent trop loin. Mais je savais désormais que garder le silence n'était plus une option. L'enregistrement a été inclus dans le dernier article de presse. Une influenceuse populaire a un jour demandé à sa sœur d'être mère porteuse. Promesse d'aimer le bébé comme le sien à des fins d'image. L'article ne citait pas de nom, mais quiconque suivait l'histoire savait de qui il s'agissait. Le public a réagi immédiatement, mais cette fois, la plupart des gens étaient de mon côté. Une mère qui avait autrefois été poussée par sa sœur à interrompre une grossesse m'a envoyé un message. « Merci d'avoir eu le courage de parler. » Un jeune avocat a écrit « Cette histoire doit être publique pour que la société repense la façon dont nous définissons la maternité. » Et j'ai commencé à réaliser que mon histoire n'était plus seulement la mienne. Elle résonnait chez tant d'autres. Lana m'a appelé ce soir-là, après plus d'une semaine de silence. Sa voix s'est brisée. Plus de douceur, plus de faux-semblants de gentillesse. « Tu as gagné. Tu es contente maintenant ?» a-t-elle demandé. Je suis restée silencieuse un moment avant de répondre, je n'ai jamais voulu gagner. Je voulais juste être mère. Il n'y a eu qu'un soupir à l'autre bout du fil. Puis l'appel a pris fin. Je suis restée assise là, les mains toujours sur mon ventre, avec l'impression d'avoir perdu quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer. Pas mon enfant, mais la sœur que je croyais autrefois comprendre. Le lendemain, Lana a publié une dernière vidéo. Pas de musique de fond, pas de larmes, pas de maquillage. Je n'ai plus rien à dire. Si vous avez cru en moi un jour, merci. Sinon, c'est pas grave non plus. La vidéo n'est pas devenue virale comme les autres parce que cette fois, le public ne voulait plus écouter. Les dernières marques ont mis fin à leur partenariat et Lana a perdu près de la moitié de ses abonnés en seulement une semaine. Ceux qui l'encourageaient autrefois se sont détournés, non par haine, mais par épuisement. Ils ont compris que les vraies histoires n'ont pas besoin de scénario. J'ai passé les jours suivants à me reposer, marcher, lire et me préparer à accueillir mon bébé. Je ne consultais plus souvent les réseaux sociaux, et je me fichais de ce que les gens disaient. Car la vraie vie, bien que parfois encore presque silencieuse, est exactement ce que je m'étais battue si fort pour reconquérir. Un matin de week-end, Marc m'a conduite à l'hôpital au moment où mon bébé a choisi de venir au monde. À travers les vagues de douleur, je ne pensais qu'à une chose, je suis là, Elia. Personne ne peut changer cela. Et quelques heures plus tard, j'ai entendu le premier cri de mon bébé, un son irremplaçable qu'aucun scénario ne pourra jamais capturer. J'ai serré mon enfant contre moi, le cœur léger comme l'air après la tempête. Le petit Elia, aux yeux grands ouverts, était la seule réponse dont j'avais besoin après chaque bataille menée. Et à ce moment-là, j'ai su que personne d'autre que moi ne pourrait jamais réécrire cette histoire.
J'ai décidé de ne poster aucune photo d'Elia en ligne. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais que mon enfant grandisse dans la paix, pas sous les projecteurs. Elia n'était pas né pour être un symbole de guérison ou une partie d'une image de marque personnelle. Il n'était qu'un enfant, et c'était en soi suffisant. Ma mère est venue me voir quelques jours après l'accouchement. Elle a tenu son petit-fils et est restée silencieuse longtemps, ne disant rien sur Lana, ne posant aucune question sur le passé. Mais avant de partir, elle a doucement posé sa main sur la mienne et a dit « Merci d'avoir gardé ton cœur intact. » Je n'ai pas su le faire. Lana n'est jamais réapparue. Pas d'appel, pas de texto, pas de colis. Pourtant, je pensais à elle parfois, non pas avec colère, mais avec tristesse. Elle avait eu la chance d'être une bonne personne, mais elle avait choisi de devenir un personnage dans sa propre histoire mensongère. J'écris chaque soir dans un journal pour Elia, lui racontant comment il est entré dans ma vie. Pas pour qu'il me voie comme une héroïne, mais pour qu'il comprenne que le véritable amour demande toujours du courage. Et que parfois, la plus grande forme de protection n'est pas de rendre les coups, mais de s'accrocher à ce qui est juste, même quand le monde entier prétend que vous avez tort. Un matin, j'ai reçu un colis anonyme. À l'intérieur se trouvait un médaillon en forme de cœur et un petit mot. Peu importe ce qui s'est passé, tu seras toujours la sœur que j'aime le plus. Je savais que c'était Lana. Et j'ai pleuré, non pas par pardon, mais parce qu'au final, elle disait enfin la vérité en ne disant rien du tout. J'ai placé le médaillon dans le tiroir sans en parler à personne. Certaines choses ne sont pas faites pour être exposées, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour nous rappeler que nous avons traversé l'épreuve, que nous avons vécu honnêtement et que nous n'avons pas laissé la peur nous transformer en ce que nous redoutions. Et cela suffit. 3 mois plus tard, j'ai emmené Elia au parc pour la première fois. Le soleil était doux. La brise passait dans mes cheveux. Et les rires des enfants résonnaient partout. À ce moment-là, je ne me sentais plus comme une mère brisée. Je me sentais entière. Une femme que je ne connaissais pas s'est approchée, a regardé Elia et a demandé « Il est adorable. Où est votre mari ?» J'ai souri doucement. Nous ne sommes plus ensemble, mais je m'en sors très bien. Elle a hoché la tête. C'est pas grave. Les femmes fortes d'aujourd'hui n'ont besoin de personne à leur côté pour être de formidables mères. Ce soir-là, j'ai regardé Elia dormir, le cœur plein de gratitude. Non pas parce que tout s'était terminé paisiblement, mais parce que je ne m'étais pas perdue dans le chaos. Et grâce à lui, j'avais trouvé la chose la plus précieuse de toutes, une paix véritable, enfin. Je ne sais pas ce qu'Elia me demandera un jour. Peut-être voudra-t-il savoir pourquoi sa tante Lana n'est jamais venue le voir. Pourquoi les gens ont un jour tant parlé de lui. Et je lui répondrai, honnêtement, sans jugement, que certains amours s'expriment sous la mauvaise forme. Mais ce qui comptait le plus, c'est que j'avais choisi de le garder, et que je ne l'avais jamais regretté une seule seconde. Je pensais que l'histoire était terminée. Ce soir-là, juste après avoir nourri Elia, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Seulement 5 mots, « Est-ce que tu dors ? Il me manque. » Avant que je puisse réagir, un autre message est apparu. Une photo d'Elia dormant dans son berceau, mais ce n'était pas moi qui l'avais prise. J'ai regardé autour de moi. La pièce était sombre, les fenêtres toujours verrouillées, mais la lumière du réverbère filtrant à travers les rideaux révélait une petite empreinte de pas sur le rebord de la fenêtre. Et j'ai su que son jeu n'était jamais fini. Si vous aussi vous avez l'impression que cette histoire ne peut pas s'arrêter là, laissez un commentaire. J'ai besoin de savoir ce qui va se passer ensuite parce que certaines personnes ne savent jamais quand s'arrêter, même quand elles ont déjà tout perdu.